Ton média, ce sont les gens que tu as au moment T. Quand tu t'intéresses aux gens et à ce qui les intéresse eux prioritairement, que tu n'es pas méprisant par rapport à leur centre d'intérêt, c'est pour ça que par exemple nous on a un format qui est un influenceur qui parle à un ministre. Si c'est au Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire des reportages sur les trucs LGBT. Si tu vas au Maroc, il y a des journalistes qui n'ont pas forcément envie de parler du roi, etc. Tu vois, je privilégie les journalistes qui connaissent les pays, les tendances, les acteurs, etc. aux journalistes qui écrivent bien ou qui sont bien techniques, etc. Il y a un truc qu'on peut pas acheter, c'est la connaissance des pays. Avant, on avait des reporters de terrain qui faisaient la photo, qui te ramenaient ça et qui racontaient ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, bon, il y a quelqu'un qui est à Abidjan qui peut créer des photos d'Ukraine et puis les balancer et puis ça va buzzer. J'ai eu des critiques au début de gens d'Africains qui disaient oui mais vos voix off là, vos journalistes ils ont des accents. Mais on est où là? Je dis mais oui mais c'est-à-dire parfois les critiques que tu as quoi. On est en Afrique, les gens ont des accents. N'importe quoi. Amis du digital, bonjour. Vidéo à la brute. Combien de fois on a entendu ça dans le monde du digital? Vidéo à la brute. Brut, ce média qui a compris avant beaucoup de monde la tendance, le mobile, vidéo courte, vidéo verticale, média social. C'était une évidence que ce média allait aller au-delà de son pays d'origine qu'est la France, et maintenant présent dans toute l'Afrique. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Abi Niakate, qui est la directrice Afrique de Brut Afrique. On applaudit. Je m'applaudis moi-même. Voilà. Je suis également accompagné de mon compère, Paul Talk, donc responsable de l'Adicom Academy. Et donc, je suis Kyle Lumumba, CEO, cofondateur Totem Experience et Adicom Days. Et parenthèse tout de suite, parce que c'est vraiment une vraie membre de la famille. Abi, qui a été notre host en 2019, l'une de nos meilleures éditions d'ailleurs. Ouais. Donc, quand on te dit Adicom, ça t'évoque quoi? Comme tu dis, beaucoup de souvenirs, parce que je me souviens du début de l'aventure, quand vraiment c'était pas connu, quand vraiment tu faisais appel, je me souviens, aux premiers influenceurs, etc. Parce que ça remonte à quoi? 2017, 7 ans, 8 ans, 2000, voilà. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Je suis très fière, moi, en tant qu'actrice un peu du digital africain, de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Et je pense que c'est devenu un événement incontournable dont on a besoin. Donc ça m'évoque le rendez-vous, des rendez-vous qui sont utiles aujourd'hui pour que tous les acteurs de l'écosystème se voient, se rencontrent. Parce que très souvent, même si les gens ne le savent pas, c'est souvent dans des rencontres comme ça qu'on décide que de grosses décisions se prennent. Exactement, voilà. C'est là que la connexion se fait. Et l'année justement où tu avais été donc maîtresse de cérémonie, le thème c'était les communautés. Et aujourd'hui c'est vraiment un mot qui a vraiment un grand sens pour nous. Et en faisant ce podcast, l'objectif c'est vraiment d'inciter les gens à rejoindre la communauté Adicom, parce qu'on estime, enfin la vision c'est vraiment de se dire qu'on a besoin d'encore plus de talents pour créer des contenus, pour raconter nos histoires. Et donc l'objectif de ce podcast c'est vraiment de donner des outils pour les gens qui sont dans cette démarche-là. Donc vraiment merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on voulait commencer par en savoir plus sur ton parcours, essayer de comprendre comment on devient finalement directrice générale de Brut pour l'Afrique. Donc directrice générale, je suis juste rédactrice en chef. Rédactrice en chef. Je suis juste rédactrice en chef de Brut Afrique, effectivement. D'accord. Alors comment on le devient? On le devient en construisant une carrière. Je sais que souvent c'est peut-être pas le bon mot enfin les gens se disent bon, les gens carriéristes, etc. C'est peut-être pas forcément ce qui est à la mode, mais moi je pense fondamentalement qu'une carrière ça se construit. Il y a des choix
au fur et à mesure. Donc moi, je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 9-3, fière de l'être. Donc à Saint-Ouen. Donc j'ai fait, voilà, moi je suis pur produit de un peu ce qu'on appelle la discrimination positive entre guillemets. C'est que j'étais à l'école à Saint-Ouen. Ensuite j'ai profité à un moment d'un système de discrimination positive qui permettait d'ouvrir les grandes écoles en France. Et donc je suis allée à Sciences Po. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Il y a des gens qui ont des vocations, moi j'en avais pas. Je savais pas dès petite que je voulais être médecin ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un master marketing, rien à voir. Et puis à la fin je me suis dit bon, ça me plaît pas. Donc qu'est-ce que je veux faire? Et donc je me suis dit le journalisme ça peut être cool. J'ai écrit à un rédacteur en chef qui était dans une chaîne de télé. Il m'a prise en stage et après j'ai enchaîné. Voilà. Donc j'ai fait mon premier stage, mon deuxième stage. C'était où du coup? C'était aujourd'hui, je pense que ça s'appelle C8 aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait Direct 8. Oui, d'accord. Oui, voilà. À l'époque, ça s'appelait Direct 8. Donc j'ai commencé là-bas. Ensuite, j'ai fait 1 an de stage chez Europe 1. Ensuite, un petit passage à Canal+. Et ensuite, Canal+. Et ensuite, je vais très vite chez Jeune Afrique. Parce que je savais que je voulais faire de l'actualité africaine. Et donc, j'y suis restée 5 ans. Okay. Et c'est là-bas que j'ai découvert la Côte d'Ivoire parce que moi je suis malienne d'origine. Donc je suis venue m'installer ici pour couvrir la Côte d'Ivoire. Et une fois que j'ai été ici, très vite, je suis allée au Monde où j'ai été correspondante du Monde pendant 2 ans. Et après ça, Canal+ encore. D'accord. Là, j'ai dirigé une émission qui s'appelle Le Cœur des Femmes, qui est un talk show. Et après 2 saisons, à ce moment-là, Brut lançait des pages en Afrique. Et donc je leur ai écrit, je leur ai dit à ce qui paraît, vous lancez des pages en Afrique, etc. Ça m'intéresse. J'ai envoyé mon CV. Et c'est comme ça que j'ai été prise. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai souvent toqué à la porte. Écrit sur LinkedIn aux gens, envoyer des messages un peu bizarres pour qu'on me reçoive. Ah, mais ça nous intéresse parce que vraiment, pour les gens qui veulent se construire une carrière dans tout ce qui est médias et création de contenu innovant, c'est comment effectivement on atteint ces positions-là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est que la plupart du temps, tu es très observatrice et tu vas faire signe à l'institution en question. Complètement. Franchement, Direct 8, j'ai écrit. Premier stage, j'ai écrit au mec. Spontané. Wow. J'ai écrit Jeune Afrique, c'est le réseau. Je suis allée sur le réseau tac des alumni de l'université. J'ai dit bon, qui travaille là-bas? Je lui ai écrit, elle a passé mon CV. Canal+, c'est pareil, c'est du réseau. Le Cœur des Femmes, c'est-à-dire le producteur faisait partie de mon école. Donc, on s'est vu en afterwork. Il m'a dit, mais nous, on lance bientôt une émission. J'ai dit, ah, mais ça m'intéresse. Et Brut, c'est pareil. J'ai écrit à la RH en lui disant, vous faites ça. Moi, je crois fondamentalement faut pas attendre qu'il y ait des annonces dans les médias pour dire il y a tel poste qui s'ouvre. Généralement, et les postes en plus c'est déjà pourvu, mais il faut toujours observer, voir un peu se dire moi j'ai envie de bosser dans cette boîte, qui je peux contacter, et après t'es proactif en fait. Tu écris à la personne, au RH, à la red chef, etc. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça en tout cas. Au moins vous êtes dans la base de données, c'est déjà ça. Ouais, et puis honnêtement il y a beaucoup de, les gens ont peur, mais il y a beaucoup de directeurs de ressources humaines, de rédacteurs en chef, etc. qui souvent sont dans leur coin, ils disent rien, mais ils souffrent parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources dont ils ont besoin. Oui. Moi dans mon équipe aujourd'hui chez Brut, j'ai par exemple une Ivoirienne qui a fait l'ISTC. Qui m'a écrit sur LinkedIn, qui m'a dit bon, je trouve pas de stage, je suis en France, c'est bizarre, j'ai un gros accent. C'était un peu ça, elle l'a pas dit comme ça, mais elle trouvait pas, et c'est comme ça que je l'ai prise. Elle est avec moi depuis 2 ans, donc je reproduis un peu ça, tu vois. L'ISTC, pour ceux qui savent pas, qui est une école d'audiovisuel en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, exactement. Oui. Okay. Il faut frapper aux portes, ça sert à rien de rester dans son coin et de se dire il y a pas d'offre en ce moment dans cette boîte. Ok. Paul? Ouais. Non, mais c'est intéressant. Donc, déjà, avec le parcours et puis l'évolution, je pense que carrière de journaliste, il y a eu plusieurs médias qui ont répondu
promptement à la sollicitation. Moi, je pense que c'est un peu un appel à toute personne qui voudrait se lancer dans une carrière, de toquer aux portes, surtout sur LinkedIn. Les gens sont vraiment disposés à complètement. Ouais, sur LinkedIn, tu peux avoir vraiment, parce que tu disais qui est dans mon université, etc. Mais LinkedIn, c'est un outil super puissant. Mais c'est intéressant parce que on a souvent le truc de oui, j'ai fait ça, puis on est venu me chercher, puis etc. et tout. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce truc de il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et après, on n'a rien à perdre aussi. Oui, c'est ça. Au pire, la personne a ignoré ton mail, ton message. Ouais. C'est le pire de ce qui peut t'arriver. Et au mieux, elle te reçoit et puis vous y allez, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc important. Mais je pense que le truc qui a été important aussi dans mon parcours, c'est il est toujours important de laisser une bonne image un peu où on va. Et de soigner ses sorties de poste aussi. Oui, parce qu'on l'a vu, tu es revenu parfois dans des bonnes relations. Il faut toujours garder des bonnes relations. Et le média, comme le business, mais les médias, le journalisme, c'est un métier très humain. Donc l'appréciation, l'opinion que les gens ont de toi, comment tu gères les relations sur le temps aussi, c'est extrêmement important. Parce que c'est comme ça que les gens vont évoluer, ils vont te coopter, ils vont penser à toi, etc. Mais, comme on dit en Côte d'Ivoire, être broker, partir bizarrement et se dire, bon, de toute façon, non, tout le monde se connaît. Faut éviter, quoi. Ouais, tout le monde se connaît. Faut éviter. Et du coup, ça fait quand même, là, avec toutes les expériences que tu nous as données, ça fait un moment, du coup, que tu es dans le journalisme. Est-ce que ça veut dire que tu as vu quand même, tu as été témoin de l'impact qu'a eu le digital sur cette profession-là. Donc, ça va nous intéresser de ce que tu nous expliques, comment tu as vécu ça de ton regard. Non, ça a complètement bouleversé, mais même en termes de physionomie. Par exemple, quand j'étais chez Jeune Afrique, quand je suis arrivée, c'était en 2012, un truc comme ça. C'était vraiment les débuts du digital, mais il y avait dans la rédaction les vieux pères qui vraiment étaient là. Aller sur le terrain. Voilà, aller sur le terrain, interviews. Petit carnet, vraiment qui voyageaient pas tous les mois, mais presque, et qui vraiment étaient, tu vois. Et puis les jeunes arrivaient, le site internet était un peu au début, et qui disait que, tu vois, limite, c'était un peu du sous-journalisme, quoi. Tu vois, parce que vous allez écrire sur le web, qui est pas très regardé parce que le papier est roi. Oui, c'était vraiment le roi, quoi. C'était le roi, le papier était roi. Aujourd'hui, quand il va, c'est l'inverse. Ouais. C'est un mensuel. Le digital est beaucoup plus fort. Les journalistes mais Jeune Afrique a fait un vrai aujourd'hui, il se positionne vraiment comme un quotidien digital. Ouais, exactement. Ouais. Et il y a plus de jeunes maintenant. Donc en fait, le digital a rajeuni d'un coup les rédactions. Tant mieux pour nous, puisque c'était notre génération. On aurait peut-être attendu plus longtemps avant d'avoir des postes à responsabilité. Sinon, ça a changé. Mais même encore une fois, quand on prend Brut aujourd'hui, moi je dis souvent, moi je me sens très vieille par rapport à la rédaction, parce que ça va beaucoup trop vite. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qu'on recrute uniquement pour TikTok. Des journalistes qui sont uniquement format court. Et toi, tu es là, bon, tu dois corriger. Tu maîtrises pas TikTok, les reels, tu vois. En fait, maintenant, ça change tous les 3 ans. Le digital a impulsé un mouvement qui est permanent, mais le rythme est beaucoup plus rapide. Tous les 3 ans, bon, tu as une nouvelle plateforme. Là, Facebook commence à décélérer. Instagram, c'est bien. TikTok voilà. Demain, dans 3 ans, je suis sûre que ce sera une autre plateforme. Donc en fait, le digital nous impose un rythme effréné de changement en termes éditorial, en termes de processus aussi de fabrication du contenu qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, ce qui se passait, c'était que peut-être que la technique d'impression va être mieux, mais ça restait fondamentalement le même métier. Tu écrivais et puis tu donnais ton papier. Aujourd'hui, dans la manière dont tu vas construire la vidéo est différente sur la plateforme. Ça a complètement bouleversé le métier. Et du coup, juste pour revenir sur l'épisode où tu as senti un peu le choc des générations,
est-ce que à ce moment-là, la jeune génération a pris conscience, c'est-à-dire les jeunes journalistes étaient déjà dans un mode de toute façon, ça va changer, préparons-nous, ou alors c'était un peu, personne ne savait vraiment comment le digital va avoir un impact. Je pense que les gens ont perçu. Moi, typiquement, c'est à ce moment-là où je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, la presse écrite, là, ça commence à être mort. Donc j'ai créé, mais je crois qu'on s'est vu à ce moment-là. D'ailleurs, voilà, c'est ce que j'allais dire, Abby, dans ton parcours, tu as oublié de mentionner ta carrière d'entrepreneur. Un truc que j'ai pas aimé du tout d'ailleurs. Hein. Bon courage à ceux qui font ça, mais moi c'est pas mon truc. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que tu vas rappeler du coup ce que tu faisais, mais c'est quelque part dans la vision de Brut. Complètement. En Donc fait, tu peux rappeler ce que c'était. Complètement. Quand je suis correspondante du Monde à ce moment-là, je sens que il y a vraiment un truc Brut commençait à exister. Il y avait AG+, il y avait plein de Mike aux États-Unis, Combini, etc. Après je me dis mais c'est bizarre parce qu'il y a rien en Afrique. À ce moment-là et tout ça. Et donc je me dis moi en fait c'est ça que je veux faire et tout. Et donc je me dis je vais créer une boîte de prod où je vais créer du contenu comme ça que je vais vendre à ces gens-là. Parce que je vais sous-traiter entre guillemets à Paris ou je vais essayer de le proposer à des chaînes ivoiriennes, à des médias ivoiriens, etc. Donc j'ai créé une boîte qui s'appelait OJ à l'époque et qui était ici. On diffusait du contenu d'ailleurs, ça a pris au début, c'était cool. Après j'ai été très vite rattrapée par les défis de l'entrepreneuriat parce que tu avances des frais, tu crées du contenu, t'en vends. Les gens qui achètent sont pas forcément au fait de ce qui se passe dans le monde en termes de changement. Donc, ils comprennent pas. Ils disent, mais toi, ton truc là, tu vois, ils comprennent pas. Donc, en même temps, il faut que tu lèves des fonds. Tu es jeune, tu es femme, tu es noire. Les gens se disent, bon, ma chérie, on va pas te donner, tu vois. Donc, j'ai été très vite rattrapée par la réalité de l'entrepreneuriat ici. Et petit à petit, j'ai mis de côté parce que, bon, au bout d'un moment, il faut manger, quoi. D'accord. Au bout d'un moment. Et donc, j'ai repris ouais, mais c'est intéressant d'avoir eu cette vision, d'avoir senti les choses. Parce que du coup, aujourd'hui, on voit que ce type de contenu. Ah oui. Et ça se joue, comme tu dis, à 3 ans près, finalement. Ça se joue à 3 ans près. Et surtout, quand j'ai postulé chez Brut, je leur ai envoyé mes anciennes vidéos. Mais c'était la question que j'avais posée. C'est un lien. Donc, tu vois, je leur ai envoyé. Comme quoi, cette expérience... Complètement. Je regrette pas du tout. Je leur ai envoyé. Et quand... parce que dans ce genre de poste, on te prend pas non plus comme ça. Moi, quand j'ai fait mon entretien, etc., on m'a dit, bon, fais une sorte d'exposé, propose-nous une ligne éditoriale. Et comme j'avais fait OJ déjà, je savais déjà un peu en termes de rythme de publication ce que je voulais. Je sais combien de temps ça prend pour faire une vidéo, etc. Donc j'ai pu proposer quelque chose. D'accord. Et j'ai envoyé des liens de ce que j'avais fait avant, etc. Donc du coup, là, on arrive sur justement l'aventure Brut. Qu'est-ce qui différencie Brut, finalement, d'un média traditionnel pour bien expliquer l'ADN de Pour bien Brut. expliquer, moi, je dirais 2 choses. Il y a une première chose qu'on sous-estime souvent, ce sont les process. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Quand tu lances un média, c'est bien de dire que je vais faire du contenu, je vais en faire plein, etc. Mais en fait, quand tu as un média et que tu dois produire pour les réseaux sociaux, on sait très bien que les réseaux sociaux fonctionnent sur des algorithmes qu'il faut nourrir en permanence. Et les règles changent parfois aussi. Les règles changent, on est un peu parfois à leur merci. Mais il faut produire en continu. En continu, produire en continu, c'est pas donné à tout le monde. C'est des process. Si derrière, t'as pas des processus avec une manière de fonctionner, moi, quand je suis arrivée, j'étais scie et je me suis dit, mais les gars, ils ont pensé leur manière de travailler, en fait. Leur manière de produire du contenu. Comment de l'idée de sujet à sa livraison, à sa diffusion. Souvent, on met des journalistes dans une salle, on dit, bon, créer du contenu, et puis quand tu as fini, moi, je valide en tant que chef. Non. Il y a des process, il y a différentes étapes, etc. C'est aussi pour ça que Brut, il y a beaucoup de gens qui me disent, comment on fait produire tout ça tout le temps?
Ça diffuse en Inde, aux États-Unis, en France, etc. Eux, ils ont réussi à centraliser quelque chose qui fait que parfois tu produis un contenu, il est traduit, il est balancé en Inde là-bas, aux États-Unis, en Afrique, mais parce que ça a été pensé. Tu vois, parce que ça a été pensé. Donc il y a ça, il y a le processus, c'est-à-dire la fabrication, mais vraiment le cœur du métier. Et la deuxième chose qui différencie Brut, c'est que ça a inversé le journalisme, entre guillemets. C'est que il y a un journalisme assez traditionnel qui est de dire, bon, on fait une conférence de rédaction, nous aujourd'hui là, on va vous parler de ça, ça, ça. Il y a une hiérarchie, comment dire, l'actualité internationale, la politique, ensuite l'économie, et ensuite, bon, si on a le temps, on fait un peu de culture. Vous les rappeurs et tout ça, on vous met, voilà. Brut vient et inverse le truc. En fait, ils se disent, en fait, nous, on sait pas. Vous, les jeunes là, qui avaient entre 15 et 35 ans, qu'est-ce qui vous intéresse prioritairement? Les jeunes vont te dire quand tu les interroges, et ça c'est universel, aux États-Unis ou en Asie ou whatever, ils vont te dire, bon, nous on suit des influenceurs, on suit des footballeurs, on aime bien la politique, hein, mais on n'aime pas la façon dont c'est fait, le JT et tout ça. Donc en fait, tu suis les gens. Nous on a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent avant tu peux écrire à des médias les traditionnels, etc., ils vont jamais te répondre. Tu vois, là comme tu as inversé le truc, tu fais ce qu'ils aiment, etc., il y en a qui te proposent des sujets, il y en a qui tu vois, et en fait quand tu t'intéresses aux gens et à ce qui les intéresse eux prioritairement, que t'es pas méprisant par rapport à leur centre d'intérêt, c'est pour ça que par exemple nous on a un format qui est un influenceur qui parle à un ministre. On a fait ça, par exemple. Il y en a qui ont dit, c'est bizarre, votre truc, mais tu vois. tu captes une audience. Mais tu captes une audience. Et le ministre peut parler de choses un peu sérieuses. Alors, il y en a parfois des influenceurs qui sont à l'aise, d'autres qui ne le sont pas. Mais tu tentes. Les footballeurs, non, ce ne sont pas uniquement des gens qui tapent dans un ballon. Ils ont d'autres carrières, etc. Et tu en parles aussi. À partir du moment où tu casses un peu ce mépris-là, entre guillemets, qu'ont les médias traditionnels, ça change. Et Brut, c'est ça, pour moi, la force du truc, c'est que ils ont cassé cette manière de fonctionner-là. Il y a deux choses en plus, du coup, sur la différenciation avec le média traditionnel. Le premier truc qui, toi, doit être super évident pour toi, mais c'est pas tout le monde qui s'en rend compte, c'est que c'est un média qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Complètement. Voilà, donc c'est particulier, même s'il y a Brut X, c'est ça il y a c'est pour des documentaires. C'est pour des documentaires, des séries, etc. Mais ça n'existe plus. Ah, ça, ok, voilà, d'accord, ça ok, plus. ça marche. Mais le catalogue est là encore. Hein. On peut le voir sur l'application notamment. Mais il y a un site internet. Hein. Mais c'est pas forcément celui qui est le plus mis en avant aujourd'hui. L'ADN du média, c'est de produire sur les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux. C'est ça. Et le deuxième aspect que je voyais, c'était aussi, alors ça m'échappe. Le format, Non, c'est le fait que vous appuyez finalement pas mal sur les datas. Ça se ressent dans ce que tu dis. Bon, après, j'ai eu l'occasion d'échanger avec tes équipes. Et en gros, vous connaissez votre audience. Mais enfin, c'est pas juste connaître. C'est vraiment, vous la connaissez très, 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 très bien. Est-ce que tu peux nous en parler de cet aspect-là? Oui, et ça fait partie de ce que je disais quand on dit des process. Encore une fois, quand on produit des médias, quand on lance un média, faut savoir comment on va produire le contenu, les process, mais aussi qui on vise. Et ça, c'est aussi lié au fait que, comme je dis tout à l'heure, il faut prioritairement écouter son audience. Donc, moi, en tant que Red Chef, par exemple, il y a des choix de vidéos que je fais parce que je sais que l'audience va suivre. Il y a aussi, je mélange parfois, je mets une dose aussi d'engagement, c'est-à-dire il y a des sujets comme le féminisme, des choses comme ça que je vais pousser, même si je sais parfois qu'ils sont pas très appréciés dans tous les pays, mais je vais quand même le faire parce que c'est aussi une partie de l'ADN de Brut qui est de dire il y a des valeurs qu'on va pousser.
Et ça, c'est un choix éditorial. Okay. Le féminisme en est un. Donc ça aussi, on le pousse. Mais et pour connaître cette audience, savoir quand est-ce qu'elle va consommer le contenu, quel type de sujet elle va consommer. Est-ce que ce sont des femmes, des hommes? Est-ce que tu dois... Ça, c'est primordial. C'est primordial. Et ça, effectivement, on a un département data qui est là juste pour ça. Super. Ouais. Donc, la connaissance je vais revenir sur la connaissance de l'audience avant des produits, parce que je pense que beaucoup des médias qui n'en tiennent pas compte, ils se mettent dans les différents univers, ils conçoivent du contenu et ensuite ils proposent. Ouais. Et souvent, l'adhésion n'est pas automatique. Il faut chercher à comprendre des choses. En fait, Brut fonctionne comme une start-up finalement. Ouais, c'est une grosse start-up. C'est une grosse start-up avec plein de start-up dedans. Ouais, et on écoute l'avis mais ce qui est intéressant avec cette analyse des data, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez aussi proposer à vos partenaires des services qui n'ont rien à voir avec la vidéo finalement. C'est-à-dire que vous pouvez leur parler de leur cible. Ouais. Et de dire voilà, c'est ça les sujets du moment, etc. Parce que les gens aiment. Ouais, parce que en fait sur le continent, bon, c'est le combat aussi de Adicom, c'est qu'on manque parfois de data, complètement, d'insights sur les cibles qu'on veut approcher. Donc il faut être au courant des institutions comme les vôtres qui peuvent donner ces insights qui peuvent en donner. Donc ça, mais là-dessus, tu as raison, mais on manque énormément de données. Encore une fois, ça fait partie des étapes qu'on néglige souvent dans les processus. Comme tu dis, quand t'as pas de données aujourd'hui, c'est naviguer à l'aveugle, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. T'en as un peu parlé aussi avec le sujet là sur le féminisme qui va être pris d'une façon dans un pays, d'une autre façon dans un autre pays. Et on avait justement une question sur cette diversité. Aujourd'hui, vous avez fait cette fusion parce qu'au départ, la stratégie, c'était Brut Côte d'Ivoire, Brut Sénégal par pays. Et là, maintenant, c'est Brut Afrique. Comment est-ce qu'on fait pour... déjà, pourquoi il y a eu ce revirement stratégique? Et puis, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour adresser une audience africaine, qu'on soit un média, une marque, etc. Je pense que beaucoup se posent la question. C'est tout ce que l'Afrique n'est pas un pays. Mais en même temps... pour des enjeux économiques et stratégiques, souvent des gens ont besoin d'une stratégie panafricaine. Complètement. Nous, c'est vrai que il y a eu plusieurs raisons. La première, que vous allez trouver un peu bizarre, mais c'est que en fait, quand on a créé les pages, Côte d'Ivoire, Brut Tunisie, Brut, etc. Au bout de 6 mois à peu près, il y a eu plein de gens qui ont créé des pages brutes. Ah, d'accord. On a vu fleurir, pardon. Brut Tchad, Brut Gabon, Brut même là Guinée, où vous aviez pas ouvert, quoi. Okay. Dans une vingtaine. Waouh, ok. Là, c'est un problème. Une vingtaine de pages qui ont été créées avec des gens qui reprenaient notre contenu, qui le mettaient dessus, avec des gens qui, dans certains pays, se présentaient comme journalistes de Brut et allaient créer du contenu. Wow. Ça, c'est problématique. C'est une vraie problématique. Une vraie problématique, parce que moi, du coup, ça revenait vers moi. Mais vous nous avez envoyé un journaliste, etc. Je dis, mais de quoi on parle? Ouais, mais même ta direction, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vraiment une vingtaine. Donc, il a fallu striker toutes ces pages, dire aux gens parfois, à négocier parfois avec certains qui voulaient pas les supprimer. Wow. Tu vois? Donc, en fait, comme ça, moment... on peut pas voir Facebook ou... Si, bah, c'est justement ce qu'on a fait. C'est ce que j'allais dire aussi. Mais t'es obligé de le faire un par un. Et puis quand tu en supprimes, il y en a une autre qui se, qui se crée. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, l'Afrique, effectivement, c'est 54 pays, etc. Mais il faut qu'on gagne en lisibilité. En lisibilité, qui est un seul canal où... Parce que les gens, mine de rien, les gens te disaient, oui, mais vous avez le logo certifié, eux, ils l'ont pas, etc. Ah, mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas. Et quand tu as des pages comme ça qui se créent sur toutes les plateformes et que tu dois combattre à chaque fois, c'est une tannée, franchement. Donc en fait, on s'est dit, on va gagner en lisibilité. On va faire une seule page Brut Afrique parce que les gens, ils sauront qu'il y a une seule page. Qu'il y a une seule page officielle, etc. Et s'il y a un autre truc un peu qui se crée, c'est que c'est faux. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est ce que tu disais. C'est la fragmentation des marchés sur notre continent.
Parce que, évidemment, quand tu prends par exemple la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est 26 millions 27, un truc comme ça. T'as 27 millions d'habitants, t'en as 7 millions 8 à Abidjan à peu près. Pour trouver ceux qui ont la internet, alors je sais plus quelles sont les datas, mais c'est beaucoup moins, tu vois. Donc ouais, si t'es sur Abidjan, qui a un smartphone, tu peux aller sur 1 sur 2, mais après si tu vas sur en dehors, c'est compliqué. C'est ça. Donc on s'est dit, à l'échelle panafricaine, ça va être beaucoup plus facile, de parvenir à une taille critique et de peser dans les débats, dans l'espace médiatique beaucoup plus vite. C'est ça, parce qu'on a des... Et le troisième, facteur, c'est que en fait, il y avait plein de... Comme tu dis, sur le continent, il y a plein de choses qui se passent au niveau global. C'est-à-dire la CAN, par exemple, typiquement. On se retrouvait, quand on avait des pages nationales, quand tu dois couvrir la CAN, tu fais comment? Tu couvres pas le Cameroun parce que t'as pas de page de bruit de Cameroun. Oui, comment tu fais? Ou alors, souvent, tu faisais par exemple, on va faire un sujet sur le Cameroun, t'as des gens, des pages qui vont dire, mais c'est beau de Côte d'Ivoire, pourquoi vous me parlez du Cameroun? Ah oui. Tu vois? Donc, il y a plein de trucs qui étaient très limitants. Par exemple, si toi, je voulais t'interviewer, on va me dire, mais pourquoi c'est un Congolais qui est sur la page? Tu vois? Donc, ça a réglé plein de problèmes de se mettre en une seule page. D'accord. Plein. Quand tu mettais des sujets maghrébins, alors là, c'était encore pire pour l'audience ivoirienne, parce que, mine de rien, comme tu dis, on est le même continent, mais on vit des réalités très différentes. Mais à la pratique, on s'est rendu compte, parce que là, ça fait 1 mois. D'accord. Et comme tu dis, on a des insights maintenant. On s'est rendu compte que, en fait, tu as des moyens de faire en sorte qu'évidemment, tout ce monde qui se retrouve sur la même page, on a remarqué que quand c'est une vidéo Tunisie, elle est principalement consommée en Tunisie. Quand c'est une vidéo ivoirienne, elle est principalement consommée en Côte d'Ivoire. Donc en fait, en vérité, ça change pas grand-chose. Ouais. D'accord. Quand tu regardes les datas, ça change pas grand-chose. D'accord. Mais au moins, vous, en termes de branding, peut-être, vous avez quelque chose de plus consistant. Complètement. Et les vidéos marocaines, par exemple, moi j'étais très surprise par les datas. Je me suis dit, à bout d'un moment, ça va se... Mais non, en fait, les gens consomment de chez eux à partir du moment où ils savent. Tu mets un petit drapeau, tu vois, il y a des moyens. Ils consomment ça dans leur pays. D'accord. Ouais. Ok. Chacun arrive à retrouver son contenu dans l'ensemble. Complètement. Ouais. Et le nombre de vues on a fait plus la semaine, je dis pas de bêtises, mais je crois qu'on a fait plus 60%, un truc comme ça en un mois. Ah oui. Ouais. D'accord. Ah ouais. Parce que du coup, tu as des Algériens qui sont venus, tu as des Camerounais, des Congolais et tout ça. Donc ça, c'est sans commune mesure. Après, l'essentiel, c'est d'être flexible. Hein. Vous avez commencé d'une façon, c'est ce qu'on dit, un esprit start-up. Tu as une question, toi? Non, pas pour l'instant, mais moi, je regarde depuis le début, j'ai dit, pour un média, sur la question du média qui n'est pas vraiment physique, les gens ont adhéré, ils me disent, quels sont les prochains, disons, challenges que vous avez là sur le moment que vous comptez relever, quoi? Ben, on a, qui dit changement de branding, de taille aussi, dit changement éditorial aussi. À partir du moment où moi, on est en train de commencer un nouveau, on a fait des sessions brainstorming pour les journalistes, on s'est enfermé, on s'est dit bon, maintenant qu'on passe à un niveau panafricain, il faut qu'on change de sujet, de concept. Il faut qu'on couvre plus de pays, donc on est en train d'identifier plus de gens avec qui on peut bosser dans les différents pays qu'on connaissait pas avant. Donc c'est un peu une nouvelle aventure qui commence maintenant. Surtout qu'on arrive en 2024, une année où il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la CAN, il y a les élections, il y a des élections au Sénégal, il y a beaucoup d'élections qui viennent aussi. Nous maintenant, nos enjeux, c'est ça, c'est se redéployer au niveau panafricain et recruter en conséquence dans ces pays-là. 2, continuer à augmenter en termes de vues, parce que ce qu'on fait, moi j'en suis très fière parce qu'il y a très peu de médias qui arrivent à faire ça aujourd'hui, et consolider notre marque, notre légitimité par rapport à, comme on disait tout à l'heure, des vieux pères et tout ça qui connaissent pas les médias digitaux, et leur dire que voilà, aujourd'hui maintenant la communication elle se fait surtout dans ces médias-là. Du coup, qui dit
entreprise du business. Ouais. Donc, le business model des médias a été vu, revu. Tu as dû voir aussi différents business models dans ta carrière. Aujourd'hui, peut-être, si tu as envie de donner ton avis sur l'évolution du business model, tu peux, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est comment, du coup, s'organise le business model de Brut, comment vous travaillez en fait avec vos partenaires, avec les marques, etc. Ben nous on a ça c'est je trahis pas de secret de Polichinelle, mais nous on fait beaucoup de brand content, ce qu'on appelle de brand content, c'est-à-dire qu'on crée du contenu avec des marques. C'est-à-dire que il y a des marques qui viennent nous voir, qui viennent nous dire bon, aujourd'hui, cette année, j'ai pas forcément envie d'investir dans de la communication, des affiches, ou à la télé, un truc classique, etc. J'ai envie parce que vous touchez des jeunes, de toucher des jeunes dans ma communication. Maintenant, on sait pas trop bien comment faire. Donc, comment on fait? Et donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient et qu'on leur dit, nous, notre cœur de métier, c'est des vidéos. On va vous proposer un récit, des vidéos, des concepts de vidéos qui sont faits par des journalistes qui sont des journalistes brand content, mais qui ont cette patte journalistique, c'est-à-dire que c'est pas des communicants. Les mecs, ils savent raconter une histoire, le storytelling, etc. Et effectivement, ça va mettre en avant soit votre boîte, soit votre nouveau projet, soit une problématique que vous avez envie de mettre sur la table, parce que en termes de timing, dans votre agenda de communication, c'est important. Ouais. Mais pour qu'on visualise bien, est-ce que tu peux donner un exemple de quel serait un storytelling pour une marque? Par exemple, nous, on bosse beaucoup avec Orange. On bosse beaucoup avec Orange en Afrique. Et Orange, par exemple, ils financent, soutiennent pas mal de startups. Ouais, mais c'est des startups qui très souvent n'ont pas énormément de visibilité dans les médias traditionnels parce que le mec il a créé un robot, c'est pas très sexy, tu vois. Ils vont pas ou alors ils savent pas forcément comment. Il faut raconter le truc en fait. Et tout ça. Donc nous, ils nous disent on a 10 startups avec qui on bosse. Ces mecs sont géniaux, ils ont fait je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on peut les mettre en avant? Nous maintenant, on va voir les histoires de ces mecs-là, ou de ces femmes. J'ai oublié mon féminisme. Ou de ces femmes. On va voir si on devait faire leur portrait, parler de leur boîte, comment est-ce qu'on le ferait à la brute. D'accord. Et c'est comme ça qu'on va faire des vidéos. Évidemment, quand on va les publier, on fait de la codiffusion parfois, etc. C'est ça le brand content. D'accord. Donc, on va venir raconter l'histoire humaine. Donc, c'est un contenu propre à la marque, au fait. C'est co-créé. C'est co-créé. C'est co-créé. Parce que nous, on va leur proposer. Ils vont nous dire, bon, ça, on aime bien, ça, on n'aime pas, etc. Et nous aussi, ils vont nous dire, on aimerait bien faire ça. Et les marques, souvent, on aime bien qu'il y ait leur nom, en gros. Ouais. C'était ma question. Comment est-ce que, du coup, ça se passe? Parce que vous avez quand même une ADN qui est très journaliste. Ouais. Donc, tu l'as dit, c'est pas des communicants. Ouais. Mais justement, c'est ce que votre public aime. Exactement. Cette touche-là. Donc, comment se passent un peu les discussions avec les marques qui se disent, mais c'est un peu trop subtil, non? Exactement. C'est souvent ça qui se passe, d'ailleurs. On connaît un peu le connaît un peu. Non, on arrive. Après, le truc qui est bien, c'est, tu dois le connaître aussi, c'est qu'au début, c'est déjà des marques qui ont l'humilité de se dire, on connaît pas cette cible, vous savez mieux faire, etc. Donc déjà, elles sont dans une démarche où elles se disent, bon, ils savent un peu mieux faire, tu vois. Mais parfois, t'as je sais pas combien d'allers-retours. C'est une négociation. C'est une négociation 15, 20 parfois, etc. Et ensuite, on trouve un terrain d'entente. Mais on arrive à leur faire comprendre que les gars, il faut que ce soit subtil. Parce que la communication aujourd'hui, elle est subtile. Sinon, il suffit de mettre votre logo là et puis après, c'est fini. Mais les gens, et ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus d'Africains qui commencent à comprendre l'importance dans un écosystème, dans un paysage où il y a énormément de pubs, où il y a énormément de contenu, à l'importance de la communication subtile. Ouais. Ça commence à capter l'attention avec des histoires vraies. Exactement. Avant de parler de il y a 5 ans, c'était pas le cas, mais maintenant
Tu vois, un Orange comme ça est content parce que les startups gagnent en visibilité. Ça pousse les business de ces startups-là. Donc, pour eux aussi, c'est tout bénef. Et pourtant, on n'a pas forcément cité Orange 20 fois dans la vidéo. Oui. Orange se pose comme un partenaire un peu naturel de l'écosystème. Ok. C'est une sorte c'est renforcer son soft power, son storytelling global, en fait. Et toi qui as cette vision, du coup, un peu panaf, qu'est-ce que tu peux dire de l'énergie en termes de marque, en termes de sollicitation par région, par pays? Quelles sont les zones un peu plus dynamiques où vous êtes plus sollicité pour faire des opérations de communication? Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence, l'Afrique de l'Ouest pour le moment. Donc, si on reste sur le marché francophone, hein, d'accord. Le Sénégal, Nigeria, le Kenya, c'est un autre game. L'Afrique du Sud. Vous êtes aussi sur... Non, on n'est pas sur ces zones-là. D'accord. Et pour moi, le paysage est totalement différent. Ils sont en avance sur plein de choses. Le marché publicitaire est différent, encore une fois. D'accord. Donc, je parle pas de ces pays-là. Maintenant, sur l'Afrique francophone, pour être tout à fait transparente, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. D'accord. Le trio gagnant. Le trio gagnant. Pour l'instant, c'est là que ça bouge. D'accord, ok, super intéressant. Oui, moi je voulais juste rebondir sur le journaliste. On sait que le journaliste a un rôle essentiel au niveau de la société. Comment Brut aborde la responsabilité du journaliste face à l'impact au niveau de la société? C'est-à-dire si... nous, nos journalistes, ça dépend des pays. Ok. Tu vois, moi je suis africaine. Comme il disait, je connais les réalités africaines des pays africains, etc. Je sais qu'il y a des pays où pour le moment, il y a des choses, c'est un peu sensible. Je vais pas aller jeter mon journaliste là-bas pour que demain il aille en prison, etc. C'est pas ma façon de gérer. il y en a plusieurs, hein. Mais il y a des pays où non. Tu vois, après, j'écoute mes journalistes. Mes journalistes, parfois, me disent là, je suis à l'aise, là, je suis pas à l'aise. On peut prendre l'exemple du Sénégal récemment. Bon, là, j'ai pas eu trop de soucis, tu vois. Ils étaient plutôt, on va sur le terrain, etc. Mais il y a plein de, tu vois, par exemple, si tu es au Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire des reportages sur les trucs LGBT. Si tu vas au Maroc, il y a des journalistes qui n'ont pas forcément envie de parler du roi, etc. Tu vois. Donc, vous êtes à l'écoute de... Complètement. Ouais. Vous leur imposez pas tout le temps. Non, du tout. Moi, et quand je suis arrivée, c'est marrant parce que mon boss, il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, Brut, ce sont les gens qui le font. Brut, c'est ces journalistes. Ça, tu vois. Parce que au début, je me plaignais un peu parce que j'arrivais pas à à couvrir certains aspects de l'actualité, etc. Et en fait, il m'a dit quelque chose de très très simple. Il m'a dit, mais en fait, ton média, ce sont les gens que tu as au moment T. Tu vois? Et c'est pas la peine d'essayer de faire à des journalistes des choses que, ils savent pas faire. Tu vois? Parce que tu vas passer trop de temps à faire des modifs, etc. Ça veut pas dire qu'ils restent dans leur zone de confort. Mais si tu veux, aujourd'hui, on a un journalisme très incarné. Les journalistes se mettent à l'écran, etc. Et il y a des journalistes qui aiment pas ça. Oui. Tu vois, tu peux pas passer la journée à dire à un journaliste mets-toi à l'écran alors qu'il aime pas ça. Tu vois, typiquement, parce que ça donnera pas de toute façon. Donc il faut, moi je privilégie les journalistes qui connaissent les pays, les tendances, les acteurs, etc. aux journalistes qui écrivent bien, qui ont tu vois. Qui écrivent bien ou qui sont bien techniques, etc. Il y a un truc qu'on peut pas acheter, c'est la connaissance des pays. Faut que les journalistes soient comme les gens, en fait. Exactement. C'est ça. Mais c'est ce qu'on attend de Brut, finalement. Exactement. On se dit, tiens, Brut va faire un truc qui va nous ressembler. Exactement. Moi, un mec qui sait bien faire les synthèses, il écrit trop bien français et tout ça, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est bien, c'est un plus. Mais si j'ai un journaliste il sait de quoi parlent les gens, il sait ce que les gens consomment sur TikTok, etc. Il va venir le dire avec son accent. Je te dis ça parce que j'ai eu des critiques au début de gens d'Africains qui disaient oui mais vos voix off là, vos journalistes ils ont des accents. Et alors? Mais on est où là? Je dis
dis, mais oui, mais c'est te dire parfois les critiques que tu as, quoi. On est en Afrique, les gens ont des accents. N'importe quoi. Ouais. Mais je privilégie des gens qui ont des accents, des gens qui ont parfois été souvent même formés ici, parce que ils ont les contacts, ils ont même dans la façon le réseau, et même quand tu fais une interview, ils vont savoir quel moment dans l'interview ils vont mettre en amorce de vidéo et qui va capter l'attention. Parce qu'ils connaissent les gens. Placer un mot. C'est ça. Placer un mot ou une expression d'ici. Exactement. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous gérez le gros problème du journalisme 3.0, le sujet des sources? Parce que là, tu as parlé effectivement de cet ADN où les journalistes doivent être proches. Finalement, c'est pas forcément leur CV, leurs compétences purement journalistiques, mais du coup, il y a quand même cette rigueur. Il y a quand même, comme Paul parlait de responsabilité, cette responsabilité en tant que journaliste d'apporter une info juste, avec des données justes, parce que ça peut être dangereux si on donne des fausses informations. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais, complètement. Et si vous interrogez mes journalistes, ils vont dire elle est trop chiante. Elle est trop chiante sur certains trucs. Mais c'est vrai que je privilégie pas le CV, effectivement, parce que si ça avait été le cas, je serais pas journaliste. Donc c'est pas voilà. Mais moi mes journalistes, déjà le choix par exemple du personnage, c'est pas quelqu'un qui va me dire quelqu'un va pas venir me voir en disant je vais faire une interview de tel, je veux le nom, parce que en termes de réputation maintenant on check tout, parce que voilà, donc je demande le nom. Ensuite ils ont par exemple, moi mes journalistes font des scripts, chaque vidéo chez Brut a un script, toutes. Tu peux pas commencer une vidéo, même les petits reels là que tu vois comme ça là, il y a un script tout le temps qu'on va m'envoyer et moi je check. Il y a moi, mais j'ai aussi une adjointe qui fait la même chose, etc. Et sur chaque mot, etc., donné, alors maintenant ils sont habitués, ils vont me mettre la source automatiquement. Et quand elle y est pas, j'appelle, c'est quoi la source, t'es sûr, t'as double check, etc. J'ai même un journaliste qui m'appelle double check maintenant. Il m'appelle double check, tu vois. Il s'appelle Mahmoud, il m'appelle double check tout le temps. Parce que je suis toujours là à leur dire, est-ce que t'as double check ce truc? Ça, c'est un check éditorial. Après, on a un deuxième check, nous, qui est celui des sources images. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu diffuse des vidéos, il y a quelqu'un qui peut se lever, je sais pas où il est, en Zambie ou quoi là-bas, il va dire mais ça c'est ma photo. Les droits. Ça c'est ma musique. Il suffit qu'il fasse une réclamation. Ça c'est un jeu que beaucoup de gens aiment sur Instagram, et puis ta vidéo est strikée. Donc en fait, on a des gens aussi qui sont là pour check toutes les images. Ça, tu as le droit d'utiliser, ça, tu n'as pas le droit, ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Quand tu as un double checking comme ça, éditorial et iconographique ou en termes d'image, comme on peut l'appeler, là, tu as une vidéo que tu peux diffuser. Mais si tu n'as pas les deux checks, personne ne diffuse ça chez nous si tu n'as pas les deux checks. Tu ne te rends pas compte de la machine que c'est du coup derrière pour publier juste un truc d'une minute. D'une minute, il suffit que la vidéo TikTok est très fort dedans. Vaut mieux faire ça que de voir sa vidéo après tant d'efforts supprimer. Supprimer, ou tu peux avoir aussi des ennuis, quoi. Tu peux avoir des ennuis, tu peux avoir... Tu utilises l'image, une personne, tu dis mais pourquoi il y a ma tête dans cette vidéo? Mais ça nous est arrivé. Ouais. Ça arrive, tu vois. Et parfois tu dis c'est pas grave et tout. Mais en fait, tu auras toujours quelqu'un qui va venir réclamer. Même la personne qui peut-être pendant le tournage a dit il y a pas de souci. Exactement. C'est cette personne dont il faut se méfier. Du coup, il pense que dans le process, il y a la signature. Oui. Mais même parfois, même quand tu fais ça, parfois il y a des gens qui viennent après. Bon, mon mari il veut pas. Mon père veut pas. Oui, donc il a signé, mais en fait, tu pourrais forcer, mais... Tu veux forcer, mais s'il arrive quelque chose à la personne, tu vas dire quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que ça vous arrive aussi, avec tout ce contenu, d'avoir votre contenu qui est récupéré complètement, tout le temps. Et utilisé tout le temps. Au début, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Tu sais, le truc, je sais plus quelle est l'expression, mais ça se diffuse.
Ça impose la marque dans la tête des gens et tout ça. Ah oui, ouais, c'est souvent ce qu'on se dit avec le piratage. Exactement. Hollywood, c'est fait comme ça. Exactement. tu fais ça. Après, à un moment, c'était trop. Parce que tu as des gens qui prennent ta vidéo, ils coupent. Ou ils mettent un smiley sur ton logo. Oh là là. Ça, c'est abusé. C'est pas les... Et ils prennent. Ils mettent. Mais en fait, après, tu essaies de te battre, mais tu peux pas. Je voudrais juste rétropédaler un tout petit peu sur les sources. Oui. Parce qu'il y a un vrai sujet donc, dans la communauté digitale depuis quelques années. C'est le fameux sujet des fake news. Ouais. Je voudrais, au-delà de Brut, avoir en tant que journaliste qui a vu un peu tous les types de journalistes, avoir ton point de vue là-dessus et savoir si on va pouvoir vraiment arriver à un moment avec de l'info vérifiée, sachant toute la technologie qui est en train de se déployer. Pour être tout à fait sincère, moi, ça me fait un peu peur. T'es plutôt inquiète. Ouais, moi, je suis plutôt inquiète. Parce que, tu sais, même l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est vraiment... Qu'est-ce qui est une photo véritable? Qu'est-ce qui est une photo créée par l'intelligence artificielle? Tu sais pas. Et je me dis que dans des conflits, par exemple, avant, on avait des reporters de terrain qui faisaient la photo, qui te ramenaient ça et qui racontaient ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, bon, il y a quelqu'un qui est à Abidjan, qui peut créer des photos d'Ukraine et puis les balancer et puis ça va buzzer. Ouais. Donc moi, je suis assez inquiète. C'est pour ça que très souvent, c'est aussi mais paradoxalement, ça conforte le journalisme. Parce que ça veut dire que dans les rédactions, il faut des gens qui soient informés et qui aient de la tête froide. Tu vois, parce que très souvent il y a des dépêches qui tombent, il y a des vidéos virales, il y a les journalistes ils sont excités, tu vois. Faut calm down, tu respires, tu vérifies, tu vois. Et s'il n'y a pas de rédaction, les gens ils ont retweeté direct. Mais même parfois dans les rédactions, tu t'étonnes à voir des gens qui sont, tu vois, chaud. Et après tu te dis mais est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que c'est vrai? Ça, et puis mon rôle à moi de rédactrice en chef, c'est de dire ça, on va traiter parce que je pense que l'info est sûre. Ça, on va pas traiter parce que je pense que l'info est pas sûre. Oui, tu as cette responsabilité. Ah oui, t'es obligé. C'est comme récemment, il y a eu, je sais plus quel média qui a sorti qu'il y avait 300 migrants sénégalais qui ont été perdus en mer. Le truc a parcouru toute la journée. Et toute la journée, on se disait, mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre et tout, tu vois. Les gens balancent et tout. Le lendemain, puisque le gouvernement sénégalais fait ça comme à son rythme, ils disent, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc nous, notre rôle, c'est pas de croire le gouvernement. C'est que l'info est passée. L'info est passée. Oui. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis pas une communicante du gouvernement sénégalais, je travaille pas pour eux, j'en ai rien à faire. Mais entre dire un jour, il y a 300 migrants sénégalais qui sont morts, et dire le lendemain, ce média a dit qu'il y a 300 migrants sénégalais qui sont morts, mais le gouvernement sénégalais dément, c'est pas la même information. Ouais. Tu vois? Donc parfois, faire tempérer les journalistes, etc., c'est ça notre job. Ouais. Et c'est au quotidien. C'est au quotidien, tu as des gens, comme on dit chez nous, mais ça il faut traiter, ça c'est viral, ça c'est... Mais prendre le temps de check l'information, c'est notre job principal aujourd'hui. Et vous êtes sensibilisé du coup à tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ouais, complètement. Comment est-ce que le métier justement de journaliste digital se prépare à ça ou fait face à ça finalement? Nous on l'a complètement intégré, hein. Il y a même eu un Brut IA qui existe. Ok. Il y a un Brut IA qui existe et qui parle de toutes les nouveautés dans l'intelligence artificielle. Et en fait, on réfléchit effectivement à comment est-ce qu'on va intégrer ça dans les process. Est-ce que c'est l'IA qui va traduire demain? Peut-être. Est-ce que c'est l'IA, les sous-titres et tout ça qui va les poser? Ça, nous, on a une IA qui nous fait ça, mais c'est génial. Parce que le journaliste, le journaliste va, se concentrer sur les idées de sujet et la vérification de ces infos.
Il sait qu'il n'a pas 3 heures à faire pour, tu vois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que parfois on a besoin d'images prétextes, tu vois, que tu dois forcément acheter à des agences de presse qui font leur argent dessus? Mais est-ce que demain, cette image prétexte, tu peux pas la faire par ton IA, puisque ça changerait en récit, tu vois? Mais ça va, ça, pour moi, là-dessus, c'est cool, tu vois. Est-ce que on peut imaginer des scènes, faire un peu plus de prospective aussi, parce que c'est un type de journalisme aussi, faire plus de prospective, notamment sur l'Afrique, ça peut être top. Mais ça va, t'es plutôt enthousiaste. Alors, tu disais, j'ai peur tout à l'heure, mais finalement, il y a beaucoup de perspectives. Il y a beaucoup de perspectives. Avec l'intelligence artificielle. Beaucoup. On va arriver plutôt sur peut-être comment mieux profiter de ton expérience, avoir un peu on va dire des tips pour les créateurs de contenu ou des marques, mais d'abord les créateurs de contenu, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui rêvent de créer un média ou une communauté. Je pense que tu as montré que c'était pas simple. Il y avait quand même beaucoup de choses derrière, mais je veux dire, toi qui as connu quand même, tu as quand même eu cette expérience en tant qu'entrepreneur, donc c'est pas forcément les mêmes moyens. Aujourd'hui, tu es effectivement dans une plus grosse machine, mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles à, je sais pas, un groupe de jeunes qui, voilà, ils ont cette passion, on va dire. Là, en ce moment, il y a des jeunes qui font un média, même sur le rap ivoire. Il y a beaucoup de jeunes qui créent comme ça. Quels sont les conseils que tu leur donnerais? Alors le premier, c'est de pas faire de plan sur la comète, de se dire on va produire du contenu, on va bâtir l'audience et puis ensuite on va monétiser. Ça ne se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais. C'est le meilleur plan pour abandonner. Moi, je suis entré dans l'entrepreneuriat comme ça. Je me suis dit, oui, mais toi, t'avais un événement. Je fais un site. Oui, mais toi, t'avais un événement. Oui. Le fake it until you make it là. Il y a peu de gens qui arrivent. Il y a peu de gens. Moi, je pense que, en tout cas, quand toi, t'as des événements et puis t'as d'autres business, c'est diversifié. Je parle vraiment des gens qui veulent vivre de leur contenu uniquement. Ouais. Tu vois, de créer des médias. Le fait de dire, bon, on va créer du contenu, on va balancer seulement jour après jour. Après, les gens vont venir. On va mettre la pub, c'est fini. Pour moi, en tout cas, de mon expérience, ça ne se passe jamais comme ça. Je pense que quand on veut créer un média ou une boîte de production, etc., allez voir d'abord les potentielles marques qui peuvent vous soutenir, même si c'est un petit chèque. Tu vois? Même si c'est un petit chèque qui te permet de te financer d'abord, fais-le comme ça. Va voir les marques, essaie de voir, ça peut être comme tu dis, dans les investisseurs autour de toi, qui peut te permettre d'avoir un petit pécule pour rester 1 an, pour vivre 1 an, etc. Mais de dire comme ça, bon, j'ai 3 mois, après je vais vivre, pour moi, c'est pas une bonne solution. Parce que, en plus, ça t'oblige à accepter parfois des choses parce que tu as plus d'argent que tu n'aurais pas forcément accepté sinon. Il y en a aussi qui vendent des formations, comme Philippe, il disait aussi. Il y a aussi, tu peux avoir une audience et puis essayer de vendre un produit à cette audience. Voilà. Mais ce que tu veux dire, c'est que, c'est ce que tu disais, c'est le schéma, je vais faire de l'audience et puis je vais faire de l'argent. Pour moi, ça peut pas être une stratégie. Ça peut pas être une stratégie. Et c'est pour ça qu'il faut être super humble à ce niveau-là, en se disant que, bon, de toute façon, il y a plein de gens qui créent du contenu, tu vois. C'est ça. Mais moi, ma différence va être que je suis solide, je suis allé voir tel ou tel partenaire, je peux tenir au moins 6 mois, 1 an. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être aussi humble en se disant que ton contenu, en tout cas si tu es créateur de contenu, va dépendre des réseaux sociaux. Et pour moi, aujourd'hui, tu peux pas créer un média sur les réseaux sociaux en tout cas, si on parle vraiment de création de médias, sans te rapprocher des gens qui gèrent TikTok, Facebook, YouTube, etc. Alors, on me dit souvent, oui, mais ces gens-là, l'Afrique n'est pas leur priorité. C'est vrai. Ouais, mais après, tu peux enfin, c'est pas forcément les connaître personnellement. Exactement. Tu peux suivre les contenus qu'ils mettent en ligne. Ce qu'ils mettent en ligne. Et moi, encore une fois, on en revient au début sur mon parcours. Je pense qu'il faut
quand même essayer de créer une relation avec ces gens-là. Parce que aujourd'hui, et quand on est en Afrique, on voit pas forcément tous les mouvements qui se créent dans le monde, qui sont actuellement en train de se produire. C'est que ces réseaux sociaux coproduisent du contenu, soutiennent des médias. Tu vois, nous, on bosse avec les réseaux sociaux. T'es obligé. Tu peux pas te dire, bon, je vais laisser comme ça, je vais le mettre, je vais planter une graine, peut-être que ça va prendre. Si ton contenu est super bon, c'est vrai que ça peut marcher. Tu vas faire le million de vues, etc. Mais t'auras pas forcément t'auras pas d'argent. Alors qu'il faut, ça prend plus de temps, mais il faut penser ton business avant, c'est-à-dire parler à ceux dont tu vas dépendre, voir qui s'occupe de l'Afrique chez Facebook, voir qui s'occupe de l'Afrique chez TikTok, tu les contactes, tu dis oui, est-ce que vous avez des tips, totalement etc. D'accord. Faut étudier son environnement. Il faut étudier l'environnement. Parce que tu peux mettre plein de contenu. Parce que même, par exemple, tu sais qui est, je sais pas, la directrice ou le directeur Afrique. Ok, tu lui as envoyé 3 LinkedIn, il répond pas, mais à force de le suivre, tu vas voir que tiens, elle a une conférence là-bas. Oui. Tu vas avoir des infos là-bas, ou peut-être que tu peux suivre en ligne, ou peut-être tu peux y aller, tu peux rencontrer. Et vraiment, tu dois développer effectivement une expertise sur. Il faut être main dans la main avec eux. Il faut. Et comme tu dis tout à l'heure, les data, Facebook donne des trucs très importants, des insights. Faut comment dire, les réseaux sociaux, c'est pas juste une bouteille où tu mets où tu mets ton contenu dedans. Non. Ça devient une science. C'est une science. C'est une science. Il faut parler avec eux, il faut les écouter, etc. Tu vois. Et le troisième conseil, c'est d'être cohérent. Tu vois, et c'est pour ça que je dis, moi aussi j'avais, tu vois, aujourd'hui 20 ans là, peut-être j'aurais dit, pour moi je vais être influenceuse. Tu vois, mais je vais faire influenceuse, dans un domaine précis, être cohérente. Si mon domaine c'est ma plastique, tu vois, non mais c'est vrai, ça peut te paraître léger, mais si ton domaine c'est la plastique, la beauté, etc. Je dis ça parce qu'il y a une influenceuse qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, mais moi je suis cohérente. Je veux être influenceuse, c'est mon job. Ce que je vends, c'est le rêve par rapport à mon corps. Donc, j'ai investi dans mon corps. Tu te refais tes trucs, tu vas à l'esthéticienne tous les jours, etc. Parce que c'est cohérent. Des marques de beauté vont venir te voir, etc. C'est pour ça qu'il faut être cohérent parfois et pas se disperser. Si ce que tu vends, ton domaine d'expertise, c'est la beauté, vas-y à fond. Si ton domaine d'expertise, c'est les ressources humaines, vas-y à fond. Mais les pages où on a des trucs qui font un peu tout là, c'est du gloubi-glouba comme ça marche pas. Et le piège, c'est que tu vas voir peut-être plein de gens s'abonner, donc tu vas te dire j'ai une audience, mais en fait finalement ils sont tellement diversifiés que c'est pas vraiment une audience que tu peux monétiser. Complètement, exactement. Plus tu es cohérent, plus tu as la possibilité ensuite d'avoir un discours cohérent vis-à-vis des marques et vis-à-vis des médias. C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, je cherche quelqu'un qui est expert en beauté ou en RH, je sais que c'est toi que je vais voir. Exactement. Donc, on va faire un contenu, toi et moi, ça va te donner une crédibilité parce que c'est un média reconnu et tu avances. Mais les gens dont tu sais pas quels sont leurs domaines d'expertise, etc., bon. Donc, c'est important d'avoir forcément une niche bien précise dans laquelle tu es. Moi, je trouve que oui. Moi, je pense que c'est super important de commencer avec une niche. Développer une niche parce que c'est à ce moment-là que tu as le meilleur engagement. Après, forcément, pour passer peut-être des milestones, tu peux commencer à ouvrir, mais toujours en trouver un lien avec ta niche, quoi. Donc ça, c'est super intéressant pour tous ceux qui veulent créer des médias en ligne. Le chemin est difficile, mais c'est possible. Mais je pense que on a parlé de passion, d'après les exemples de beauté et de RH. Faut vraiment rappeler que c'est grâce à cette passion que vous allez tenir. Exactement. Si tu te dis, en ce moment, tout le monde aime le rap, donc je vais faire un média rap alors que tu n'en as rien à faire du rap, quand tu n'auras pas de vues, tu vas arrêter. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est Tu clair. vas arrêter. C'est clair. Donc, la passion drive tout, quoi. Ouais. Et si tu n'en as pas, fais comme certaines influenceuses, raconte ta vie. Moi, c'est pour ça que j'en parle de manière absolument pas méprisante. Tu as pris le créneau de raconter ta life. C'est un créneau. C'est influencer lifestyle. Oui, non, même le quotidien, comment tu fais des gâteaux, comment tu as changé les couches de ton enfant, etc. C'est un créneau. Et bizarrement, ça marche très bien ces vidéos avec partager ce que j'ai fait au quotidien. Les gens aiment beaucoup ça, au fait. Si ça s'attache à ta personnalité, oui. Exactement. Et
du coup, si on s'adresse à nos amis, les annonceurs, quel conseil tu as pour ces annonceurs qui, bon, aujourd'hui, ont compris que, quand même, que le sujet, c'est l'engagement. Le sujet, c'est créer des conversations. Donc, si tu peux nous dire, en fait, quel type de conversation tu as avec les annonceurs actuellement? Moi, je vais surtout les annonceurs qui sont en Occident ou qui ont des gros groupes qui ont des filiales en Afrique, etc. Ça va. Ils ont compris ils ont basculé. Ils savent que, comme tu dis, il faut créer de la conversation, etc. Là où je trouve que c'est un peu dur, c'est chez nous, là. Beaucoup d'éducation à faire. Chez les annonceurs, les directeurs de communication, les chargés de communication, etc. Les régies publicitaires. Je trouve que le travail est un peu plus compliqué à ce niveau-là. C'est-à-dire, pour passer une idée, tu passes parfois beaucoup plus de temps. Ouais, et puis surtout, alors on va te dire, mais tu fais une vidéo, pourquoi ça coûte ça? Ah oui, d'accord. Parce qu'on ne sait pas forcément qu'une vidéo, ça coûte cher à faire et que le processus de production est long aussi. Mais aussi parce que je trouve que pendant longtemps, les gens qui sont à ces postes-là ou qui sont décisionnaires des budgets com, etc., avaient l'habitude de voir un certain type de personnes devant eux et que maintenant, ça change. Tu vois, on est nouveau, on parle différemment, on a des supports que beaucoup de gens maîtrisent pas forcément. Donc, ce que j'aurais à leur dire, c'est que oui, il va y avoir maintenant, en 2023, 2024, 2025, de plus en plus d'Africains noirs qui vont venir les voir pour des choses originales. Donc, faites-nous confiance. Tester des choses. Restez pas forcément dans votre zone de confort parce que vous avez l'habitude de bosser avec telle ou telle personne, etc. En vous disant que c'est safe, etc. On a plein de gens, voilà, le storytelling sur l'Afrique qui en marche, blablabla, blablabla. Il faut que ce soit concret, il faut que ce soit réel. Et c'est réel comment? À partir du moment où toi, moi, on fait des affaires, on fait des affaires entre nous, entre Africains, on se parle, etc. Et où ça débouche vraiment sur quelque chose, tu vois. Mais les trucs un peu fumeux là, et puis après on va placer 50 millions en budget publicitaire chez les vieux de la vieille. Bon, c'est bizarre. Ouais, donc faire confiance à ces jeunes qui connaissent, qui ont l'expertise et qui connaissent le continent. Est-ce que tu as un exemple d'une belle histoire peut-être où avec un lanceur, tu as dû un peu batailler pour qu'on comprenne le sujet et puis au final, vous avez fait un travail où vous êtes super content et ça a débouché sur un long partenariat. Alors, un annonceur que j'aurais dû convaincre vachement, là, les annonceurs. Ou qui étaient sceptiques au départ, même si. Ouais. Bon, j'ai un annonceur que je peux pas citer quand même. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai un annonceur que je pouvais pas citer, mais qui est dans un domaine qui est pas sexy du tout. D'accord. Qui est pas sexy du tout. Ils voulaient communiquer ou pas du tout? Ils voulaient communiquer, mais on leur a dit, écoutez, je pense que eux, leur truc, ça a été, ouais, on va mettre le DG. Oui, d'accord. Tu vois, petit film institutionnel. On va mettre le DG et tout ça. Et après, tu leur dis, mais d'accord, mais la petite là qui est là-bas, qui conduit un engin de fou. C'est ce qui va toucher les gens. Ça va toucher les gens. Et ils comprennent pas. Pour eux, c'est pas important, tu vois. C'est le DG qui est important. C'est le DG quand même qui est important. Je pense que cette histoire-là, la vidéo, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça fera bim. La vidéo du DG, et puis il faut trouver les mots pour dire la vidéo du DG, la personne va la regarder. Tu peux pas dire ça comme ça. Oui, ça, faut faire attention. Les gens n'ont pas grand intérêt du DG. Voilà. Mais la fille qui fait un truc de fou, ça, même moi, quand je suis là, je regarde la vidéo. Tu vois. Et ça, il a fallu... Ils disent non, tu reviens avec l'idée. etc. Et on l'a tourné il n'y a pas très longtemps. Ok. Mais c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Ah, ok. Bon. Donc là, j'attends de voir la vidéo. Mais c'est plus c'est des trucs comme ça où comment dire, souvent, on a bossé avec des marques où tu vas forcément, toi, aller vers la petite personne, la femme, le jeune, etc. Et les gens ont du mal à les mettre en avant dans les groupes.
Alors que nous, ce sont principalement ces personnes qui nous intéressent parce que c'est eux qui parlent à l'audience. Exactement. Mais c'est pour ça que les annonceurs, il faut qu'ils fassent confiance aux jeunes comme nous qui vont produire le contenu, mais aussi, le contenu, mais aussi aux jeunes qui bossent avec eux. Mettez-les en avant, ça vend beaucoup mieux. Mais surtout que si tu es dans la conversation, toi, c'est que ils visent les jeunes. Exactement. Dans ce sujet-là. Oui, mais je t'assure que parfois, faire une vidéo brand content et que le DG n'est pas dans la vidéo, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Surtout que le DG est revendique plus sa place, en fait. Et puis tu te retrouves à dire... Parfois, les DG, même non, rien demandé, mais c'est les gens autour qui disent « Oui, DG, il faut que vous soyez dans la vidéo. » Et puis il est là, il parle comme les gens de son âge, c'est difficile, et puis toi tu es là, bon... Mais c'est difficile de leur faire c'est un super exemple. C'est un super exemple parce que je pense qu'il parlera à beaucoup. Que ça soit des agences, que ça soit des marques. Donc voilà, faites confiance, testez des choses. Ouais. En tout cas, mettez vos collaborateurs en avant. Ouais. Ça permet de belles histoires. Tout à fait. Ça permet de super histoires. En tout cas, c'était vraiment intéressant. On a vraiment été derrière la machine brute. On en a aussi su sur ton parcours qui est vraiment top. Je pense que tu as vu beaucoup de choses, donc tu es légitime pour parler de ça. Et on a hâte de voir comment le média va évoluer, mais également comment ce métier va évoluer. Le métier de journaliste avec toute cette technologie, je pense que beaucoup de... Enfin, dans ce débat, il y a souvent mais qu'est-ce qui va se passer pour les journalistes? Ah non, dans 10 ans, on est encore là. Hein, y a pas de oui, non, il y aura toujours besoin de... L'expérience nous a montré que ils vont rester et ils vont s'adapter. Ça va juste se réinventer. Comme tout, on a vraiment besoin de ça. Et donc voilà, et donc on espère aussi, on profite d'avoir un nouveau partenariat avec Brut pour Adicom. Toujours. Donc en discuter, je sais que il y a pas mal de choses à faire et donc voilà, la prochaine édition bien sûr compte t'avoir parmi nous. On sera là. Et puis voilà, merci Abby, merci pour ce que tu as apporté à la communauté et puis tous ceux qui nous écoutent, dites-nous ce que vous avez pensé, ce que ça vous a motivé à créer un média. Et puis voilà. Et puis surtout, rejoignez la communauté. Les liens sont en bas. Comme je vous le disais, on a vraiment besoin que les gens qui ont cette envie de contribuer à l'écosystème numérique, créativité digitale, innovation, qui veulent avoir un impact, créer des communautés, avoir un impact sur celles-ci pour développer le continent. C'est vraiment la vision de la communauté Adicom. Donc rejoignez-nous parce qu'en nous rejoignant, vous avez également accès à des formations, à des contenus, à des newsletters. Rejoignez-nous vraiment parce qu'on a besoin de talent pour aller plus loin. Merci à tous. Merci à tous. Ciao.